ontologique, bien gérer sa microcosme tout en imaginant très fort un macrocosme qui marche bien, doit être la bonne stratégie et la base pour la réussite selon les règles présumées d'un univers fractal. On ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Mais peut-être, juste peut-être, c'est cette cohésion ensemble d'individus singuliers pour créer une humanité enfin qui est multicellulaire, fonctionnelle et harmonieuse, qui sera le prochain stage de notre évolution dans le fractal temporel, tout comme les événements présumés à le départ de notre évolution biologique quand les êtres unicellulaires de la soupe primordiale se sont réunis et décidé de faire des choses ensemble. C'est du darwinisme social, mais vu sous kaléidoscope. Quand les cellules d'un corps perdent le sens d'harmonie et n'arrivent plus à lire le code de conduite que nous appelons l'ADN, on appelle ça un cancer. Et finalement, réussir cet objectif de la cohésion harmonieuse selon ces règles et principes sera le seul moyen de vérifier ou pas la théorie de l'univers fractal, visible et invisible. Et imaginons si un jour nous arrivons à mener au bout ce projet social, humain, écologique et planétaire, ensemble et en toute transparence. D'ici 200 ans, nous aurions vérifié l'hypothèse de la réalité fractale et donc avoir compris ensemble davantage des vraies règles fondamentales de notre univers. C'est ambitieux, je sais, mais je dirais qu'à partir de là, ça devrait être beaucoup plus facile. Tout ça à part, il y a une chose qui est sûre. Les règles de l'univers newtonien proposées par le réductionnisme linéaire, freudien, faux Darwin truc à 3 dimensions, elles ne marchent pas très bien sur la globalité des choses. Il est au moins l'heure de changer de philosophie. L'idée du fractal se trouve reflétée de partout et sa présence dans la permaculture pourrait même être un très bon vaccin contre la maladie que j'appelle la pyramidite. Mais historiquement, il faut le dire, nous ne sommes pas non plus les premiers évolutionnaires à avoir appliqué le fractal comme outil social. Donc je vais citer 3 exemples historiques dont la dernière sera la plus grande. Et après ça, on va retourner vers le futur avec une pattern de la démocratie fractale et un pattern économique très bien qui va avec. Alors, Mahatma Gandhi était le premier homme de nos temps modernes à mener une révolution basée sur la non-violence. Et Gandhi avait dit en toute simplicité qu'il nous faut être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Il nous faut être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Merci. Alors, ceci est une autre façon beaucoup plus élégante pour nous dire la même chose que j'essaie de vous raconter ici à si longue haleine pour construire un argument étayé pour les rationalistes. La phrase de Gandhi est si élégante et si puissante que la multinationale Apple lui a volé ses mots pour vendre davantage d'iPhone, tout comme Mercedes-Benz ont utilisé l'image de Che Guevara pour vendre davantage de voitures. Et ces deux piratages de la parole démontrent avec précision qualitative les mécanismes temporels vus sur le lac des idées que je vous ai décrit dans Perma Audio 1. Une bonne idée finit toujours par perdre son âme en passant entre les mains des gens au pouvoir pour être transformée en milliers de marteaux dogmatiques afin d'être appliquée aux masses au milieu avec rigueur et enthousiasme. Et ça sera sûrement pareil pour la permaculture. Je ne vous conseille pas de vous accrocher émotionnellement à ce mot, même si les principes et les éthiques associés sont très bien aujourd'hui, en 2017. La méga-corporation multinationale Apple n'a rien à voir avec Mahatma Gandhi, évidemment. Mais il est possible que les dirigeants de chez Apple se croient peut-être pratiquer un tout petit peu de non-violence. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Récemment, les fabricants des gadgets d'Apple ont décidé de mettre des filets de sécurité autour de leurs immeubles en Chine pour que les ouvriers souhaitant se suicider en sautant par les fenêtres n'arrivent plus à se tuer violemment sur le parking pour évader les conditions de travail misérables. Alors, pendant que le filet de sécurité fournit un atterrissage beaucoup plus doux que le sol en béton, c'est loin de pouvoir être considéré comme étant non-violent. Ah, encore un. Allez,
c'est bon, tu peux descendre là maintenant, mon gars. Oui, ça ne marche plus, voyons bien. Allez, allez, retour au travail. Et comptez ce temps perdu, comme si c'était ton pause pipi. Allez, au boulot. Merci. Alors, Che Guevara nous avait dit qu'il faudra être en révolution permanente. Et malgré mon aversion personnelle aux révolutions, je trouve que dans cette phrase, Che avait grand raison aussi, car pour moi, il parlait de notre mentalité et de notre esprit commun, car il avait compris l'importance d'éviter la stagnation, que la société bouge comme un rouleau dans l'océan tous les jours vers une amélioration en espérant un jour atterrir sur la plage de la tranquillité. J'entends dans sa phrase que nous devons rester dans l'innovation sociale sans cesse pour être toujours quelque part devant l'empire pyramidal qui est toujours derrière nous, la bouche grande ouverte, prête à avaler nos idées et surtout nos mots, afin de les détourner à leur fin dominatrice. Tout ça pour dire que je suis venu à la conclusion qu'il n'y a pas de véritable complot mondial, même si nous voyons de plus en plus les symptômes d'une orchestration des forces de mal de derrière les rideaux. Je pense que c'est plutôt juste les symptômes d'une humanosphère fractale que nous ne comprenons pas et qui est de plus en plus malade. Le cancer, c'est des cellules qui refusent d'écouter le code du bon fonctionnement. Le cancer est présent du micro au macro. Et même si je n'ai pas de tumeur moi-même, je nous considère comme étant tous atteints ensemble. Regardons le sommet de notre tumeur macrocosmique français que nous appelons Emmanuel Macron. Un banquier qui nous dirige ouvertement. Et regardons aussi le calcul rénal que nous appelons Donald Trump. C'est notre ego collectif manifeste dans un grand crapaud en cravate à la peau orange. Avons-nous besoin de plus de signaux d'alarme que ça? Merde! C'est en réalité une force qui s'appelle le pouvoir sur les autres, et cette force a une façon de se muter d'une forme à une autre à chaque époque de notre histoire, chassant toujours les idées des pionniers du bien-être général qui ont lutté avec la dernière manifestation de pouvoir sur les autres. Et c'est une bataille évolutive sans fin entre le bien et le mal, entre le conscient et l'inconscient. C'est une dualité débile entre la responsabilité et l'ignorance. Et nous pouvons le changer demain en changeant notre conscience collective vers le positif qui est finalement notre arme suprême. Observons la stratégie de Bush et de Blair quand ils sont partis à deux en quête de lithium et de l'opium en Afghanistan en 2002. Hearts and minds. Ils ont dit ouvertement qu'ils cherchaient à gagner les cœurs et les cerveaux les Afghans. Manipulation émotionnelle, manipulation de conscience, manipulation de perspective. Et ce sont des sciences assez précises dont nous devrions être mieux avertis aux méthodes et les armes de distraction massive. Et donc, dernier exemple historique et après aux solutions. Le personnage de Jésus de Nazareth, étudié sous kaléidoscope, se comportait comme un révolutionnaire du fractal, exactement comme Gandhi. Les traductions et les théories autour de le personnage historique de Jésus sont loin, très très loin d'être définitives, tout comme le reste de notre histoire. Donc, posons nos a priori 2 minutes pour regarder ça. D'abord, de croire aveuglement dans la version d'une messie biblique pédalée par l'Empire catholique depuis 1700 ans sera quand même un petit peu naïf, bien sûr, vu que nous essayons de nous guérir d'un cas de pyramidite assez grave. Ceci dit, le réflexe opposé de rejeter automatiquement toutes les idées autour de Jésus sous guise de laïcité et de progrès social font partie des mécanismes de la nouvelle religion de le rationalisme réducteur qui nous aveugle sous plusieurs fronts subtils tous les jours, nous enfermant dans une prison trois-dimensionnelle où nous avons fait que magnifier nos problèmes. En traduction libre, sans l'influence des dogmes religieux, ni celle des prêtres en robe noire, ni ceux qui portent des blouses blanches, l'homme Jésus aurait pu très bien se déclarer comme étant un Fils de Dieu et pas le Fils de Dieu. Et c'est un détail anodin, je le sais, peut-être encore une petite faute de frappe dans notre histoire, mais ceci reste une charnière dans la même histoire quand même. Car lu ainsi, un Fils de Dieu, c'est encore une phrase fractale disant que nous sommes tous et chacun les
fils de Dieu, exactement comme dans le toile d'Indra de chez les bouddhistes. Le message de Jésus le Charpentier aurait pu être que chacun de nous est capable d'atteindre les potentiels beaucoup plus élevés que notre niveau de conditionnement sociétal nous le permet, et que ça commence par les valeurs humaines et individuelles portées dans nos cœurs respectifs ou ce qu'on peut appeler le microcosme intérieur. N'oublions pas les rationalistes qui votent à gauche que l'homme Jésus a vu des croix assez lourdes pour aller retourner les tables des hommes d'affaires qui faisaient du business dans le temple. C'était un mouvement anticapitaliste semblable à Occupy Wall Street, mais contenu dans un seul homme. Il parle aussi de partage et de pardon et d'humilité et de non-jugement sans parler de ses opinions sur les riches, toutes pleines de bonnes valeurs qui ressortent démystifiées et décomplexées aujourd'hui dans les mouvements alternatifs. Mais n'oublions pas que ces valeurs morales personnelles ont resté très vivantes chez des vrais anarchistes depuis au moins un siècle. Ça rejoint la permaculture de soi-même et que nos actions et nos mots soient le reflet de nos cœurs. Un anarchiste doit être très cohérent avec lui-même pour pouvoir se gouverner lui-même. La phrase « un fils de Dieu » nous laisse l'ouverture à l'idée que nous sommes tous et chacun les reflets fractals d'une conscience universelle et créateur, et donc par définition nous sommes aussi chacun un créateur potentiel capable d'être responsable et autonome dans sa tête. Et dans ce sens-là, nous retrouvons la logique derrière la phrase que Dieu a fait l'homme à son image, qui est un exercice en vanité comme une autre peut-être, mais à titre personnel. Ça me laisse le confort de penser que peut-être l'objectif de cet exercice mystérieux de la conscience universelle que nous appelons la vie est juste que des unités de ce fractal ont un devoir d'essayer de reprendre notre pouvoir personnel afin de devenir co-créateurs ensemble pour être le reflet de la conscience universelle de départ, si jamais notre libre arbitre nous le dit de le faire. L'homme Jésus avait aussi dit qu'il ne faut pas résister les forces de mal, et Tolstoï a extrapolé en ajoutant que ça veut dire utiliser ses propres énergies pour créer des alternatives justes au lieu de résister aux forces de mal, car en résistant, notre énergie fait que renforcer le mal et même aide à le définir. L'homme Jésus a tellement foutu le bordel que l'empire de son époque n'avait pas d'autre choix que d'avaler le mouvement populaire qui l'a suivi derrière. C'est pas rien non plus. Alors bien sûr, cet avalement du mouvement populaire s'est fait quelques 300 ans plus tard, une fois que la mémoire vivante des vrais événements historiques était bien et bon dans le brouillard de même histoire. Et c'était probablement pendant cet avalement du christianisme par l'Empire romain que, par hasard, nous nous retrouvons encore avec cette petite faute de frappe à proportion biblique de la part de l'empereur, le pape de cette époque. Car Constantine et ses potes ont déclaré l'homme Jésus comme étant le Fils de Dieu, rendant Jésus soudainement divin par définition, exceptionnel et unique, mais surtout pas humain. Du jour au lendemain, tout ce qu'il était comme humain exemplaire et en avant de son temps est devenu inaccessible au lieu d'être une inspiration à suivre. Et c'était une stratégie tout à fait ingénieuse de la part de l'Empire.